Je n'ai pas suivi la question. Si tu as posé une question, ça s'est coupé là. Ouais, c'est que j'aurais posé la question de Eric que tu connais, Freddy, qui demande le CFA est-il donc un outil monétaire qui encourage et favorise la médiocrité, puisque une monnaie à soi exige une discipline. Par exemple, si on regarde ce qui se fait en Centrafrique, où les gens peuvent faire la guerre éternellement pendant 30 ans, et ils ont une monnaie qui est forte, stable, etc., etc. Donc, si ça va dans le sens de ce que tu dis, s'il y avait le désordre, si les troubles dans le pays pouvaient entraîner l'effondrement du système monétaire, peut-être que tout le monde s'arrêterait pour réfléchir avant de s'amuser. Donc, comme demande Eric, est-ce que le CFA ou le système monétaire CFA, qui avait sa stabilité, est quand même un outil monétaire qui favorise la médiocrité? Exactement, c'est exactement ça. Si, parce que où est-ce que les gens s'arrêtent parfois? C'est lorsqu'il y a des contre-forces à leurs actions qui les empêchent d'avancer. C'est-à-dire lorsqu'on est puissant, comme un président de la République en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, lorsqu'il est assez puissant, il a l'armée avec lui, il a, c'est pas la police, il a tout avec lui, donc il est vraiment puissant. Donc la seule chose qui peut le freiner dans ses initiatives, c'est le retour de ses propres forces. C'est-à-dire, lorsqu'il a pris des décisions, par exemple, si je prends le cas du Cameroun, le nord et sud-ouest représentaient environ 42% des devises du Cameroun. Et je crois que la guerre a été démarrée là-bas de façon précipitée. En fait, on n'a pas fait des étapes vraiment préalables qu'on aurait pu faire avant d'entrer en guerre. Donc, cette déclaration de guerre précipitée, je crois que les autorités auraient fait un peu plus attention parce que ça aurait entraîné systématiquement l'écoulement de la monnaie camerounaise si elle était flexible, si elle était autonome. Et ce qui fait que, par exemple, la gauche sociale aurait pu empêcher, faire plus de pression sur l'État pour qu'ils soient un peu plus, qu'ils explorent d'autres possibilités de régler le conflit que la guerre. Donc, je pense que c'est un instrument de discipline qu'on n'a pas malheureusement et qui, à contrario, favorise le laisser aller, comme tu dis, en Centrafrique, où on peut faire la guerre éternellement sans conséquence. Parce que tant que le président a son budget qui est stable, la devise permet de gérer ses charges principales et je pense qu'il fait ce qu'il veut, quoi. Or, lorsqu'il sait qu'il a eu un budget d'1 million, mais de 1000 milliards de francs CFA, par exemple, et que rien que le budget d'État ne pourra plus suffire parce qu'il y a une dévaluation, je pense, ou bien hyperinflation, je pense qu'il fait beaucoup plus attention à ce qu'il fait, que ce soit sur le plan économique ou bien sur le plan politique. Donc, c'est un instrument de self-discipline que nous n'avons pas et ça génère comme effet secondaire ce qu'on peut connaître en Afrique francophone subsaharienne. Tout à fait. Tout à fait. Non, je comprends mieux et je partage ton point de vue. Maintenant, si, avec ce que tu as exposé là, si, supposons, parce que maintenant il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui pensent que il faut sortir de la zone CFA et il y a le camp de ceux qui pensent que il faut rester dans la zone CFA, mais il faut faire des réformes. Supposons, prenons l'hypothèse de ceux qui pensent qu'il faut rester dans la zone CFA et qu'il faut faire des réformes pour améliorer le fonctionnement de la zone CFA. À ton avis, quelles seraient les réformes, par exemple, qu'il faut faire pour améliorer le fonctionnement? En fait, les seules réformes qu'on peut faire sur le franc CFA, c'est celles qui permettent de sortir du franc CFA. Parce qu'à l'état actuel, on ne peut pas sortir du jour au lendemain du franc CFA parce qu'on n'est pas prêt. Ni la Banque centrale n'est prête pour sortir du franc CFA, ni le système bancaire, parce que nos banques n'ont jamais été confrontées à la gestion pluridévise, c'est-à-dire nos actifs sont tous en franc CFA, elles n'ont jamais connu ces chocs de change, elles n'ont pas de couverture, assez de couverture en local. Donc, il y a pas mal d'ajustements qu'il faut faire si on veut sortir du franc CFA, si jamais on veut sortir du franc CFA. Donc, du coup, s'il y a une quelconque réforme, c'est une réforme qui nous amène vers l'autonomie monétaire. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des ajustements au niveau théorique ou bien au niveau administratif qui ont été faits sur le franc CFA. On lui a assigné de nouveaux objectifs, mais pratiquement, il n'y a aucun instrument opérationnel actuellement dans les guichets de la BEAC. Donc, dire qu'on va faire des réformes du franc CFA théorique, c'est juste une manière de rentrer dans les mêmes routines, d'écrire des documents bien propres, bien beaux, de les mettre de côté et de continuer à faire comme on fait d'habitude. Donc, si on veut sortir du franc CFA, oui, on fait une roadmap
on définit les objectifs à atteindre dans un temps limité, on fait des réformes dans ce sens-là. Donc, des réformes qui mèneront vers la sortie du franc CFA, vers l'autonomisation de nos pays, parce que je pense que ce n'est que par là qu'on pourra enfin avoir des dirigeants assez conséquents sur tout ce qu'ils posent comme décisions politiques et économiques dans leur pays. Donc, les réformes, pour moi, il y a vraiment les réformes qui valent, ce sont des réformes qui peuvent sortir du franc CFA. J'ai une question de Brice qui demande, Yannick dit qu'en termes d'industrie, le franc CFA ne peut pas tenir. Comment Ahidjo a fait pour industrialiser le Cameroun avec ce même franc CFA? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire, l'industrie, c'est quoi? Il y a deux choses, il y a deux temps dans l'industrie. Il y a le temps de l'investissement, puis il y a le temps de, ou bien en fait, lorsqu'on fait l'industrie, il y a une courbe, en fait. Il y a le temps de l'investissement, dans du lancement, il y a le temps de vie. La question que a dû se poser, c'est pourquoi toutes les entreprises sont mortes? Pourquoi elles sont mortes, en fait? Pourquoi on a investi? Parce qu'il y avait des capitaux venus du pétrole. Oui, on était crédible, on avait le chèque en blanc. La preuve, c'est que quelques années après, on était surendetté, donc on a eu pas mal de flux de capitaux qui sont arrivés. On a immobilisé pour construire des industries. Mais maintenant, après, dans la vie, dans le cycle de l'industrie, dans le cycle d'exploitation, elle ne pouvait pas compétir. J'ai eu la chance de travailler au Cameroun et j'ai eu la chance de voir les flux. Lorsque le Naira se dépréciait, il fallait aller à Bamenda, qui est une porte d'entrée des produits nigérians, voir les flux qui entraient. Parce que même jusqu'aux boissons hygiéniques, c'est-à-dire les bouteilles de Guinness, beaucoup préféraient aller acheter ça au Nigeria et revenir vendre au Cameroun. Jusqu'à ce que finalement Guinness a délocalisé sa production au Nigeria parce que finalement c'était plus intéressant de rester au Cameroun parce que ça revenait beaucoup plus cher de les produire au Cameroun. Or, au Nigeria, c'était beaucoup plus compétitif. Donc, pour avoir une industrie solide au Cameroun, il faut que non seulement elle se limite au marché national, donc qu'elle n'exporte pas dans d'autres marchés. Or, si on regarde bien les produits les industries qui sont tombées, c'est celles qui exportaient. C'est-à-dire, c'était plus des industries, ceux qui sont restés, c'est les Brasseurs qui sont restés parce que c'est local. Alucam est un peu resté parce que c'est local. Mais toutes celles qui avaient pour objectif d'exporter dans d'autres pays, celles qui sont tombées les premières. Donc, c'est difficile, surtout dans nos jours où on a la zone de libre-échange qui arrive, de compétir quand tu ne peux pas acheter ta monnaie en fonction des principaux partenaires commerciaux. Parce qu'aujourd'hui, la monnaie qui serait l'idéal pour le Cameroun, c'est une monnaie qui est ajustable par rapport au Naira, par rapport au yuan chinois et peut-être par rapport au dollar, dans nos principaux partenaires commerciaux. Parce qu'une fois que le Naira se déprécie... La question est toujours, au temps de Ahidjo, on avait une floraison d'industrie dans le Cameroun. C'est que beaucoup de gens disent, bon, est-ce que l'argument selon lequel, je te comprends parfaitement, hein, mais je relais la préoccupation des gens. Les gens disent, est-ce que l'argument selon lequel on va sortir, de là, on va créer notre propre monnaie, c'est un argument qui va produire du génie parce que les Camerounais restent encore sur les 30 glorieuses de l'époque Ahidjo, où on avait le CFA. Le Cameroun avait déjà à cette époque, on avait près d'une quarantaine de banques. On avait des entreprises. Heureusement, il n'y avait même pas la microfinance à l'époque parce que ça aurait été plus grave. On avait des entreprises qui étaient partout. La zone rurale produisait, la zone urbaine produisait, il y avait des industries partout. Ce qu'on appelle aujourd'hui Douala Bassa, c'était en fait des industries partout là. Des villes comme Bafoussam avaient 2-3 zones industrielles. Par exemple, le matériel électrique était produit à Bafoussam. Les téléviseurs Gold Star étaient produits au Cameroun. L'électroménager Ariston était produit au Cameroun. On ne peut pas dire que tout ça c'était pour le marché intérieur domestique camerounais. On exportait Bafoussam, que tu connais bien, produisait des œufs qu'ils allaient exporter jusqu'en Angola, parce qu'à l'époque, ils étaient en guerre, donc il n'y avait pas beaucoup d'agriculture. Bon, ils demandent pourquoi l'économie était florissante à cette époque. Est-ce que c'est parce que la gouvernance était bonne et est-ce qu'il ne faut pas plutôt améliorer cette gouvernance-là? Ou bien est-ce que si on sort du CFA en gardant une gouvernance médiocre, ou bien est-ce qu'il faut ajuster la gouvernance et la politique monétaire, notamment le change dont tu parles? Oui, en fait, je vais revenir pour juste structurer ma réponse sur 3 angles. Le premier angle, c'est l'angle des capitaux pour investir, pour immobiliser pour l'industrie. Comme je disais, c'est qu'à l'époque, on était en début de pétrole parce que chaque fois qu'un pays
entre en production de pétrole, il y a un boom parce qu'on a beaucoup de capitaux qui arrivent. Donc, on peut les immobiliser, ça c'est bon. Par contre, le franc CFA ne prévoit pas le financement à long terme parce qu'aujourd'hui, dans la CEMAR, le volume de financement à long terme, c'est uniquement 3% de l'encours global des financements au Cameroun, 3%. Donc, on a 97% de financement à court et moyen terme. Donc, tout ce qui est financement à long terme, parce que l'industrie, ça ne se finance pas en 3 ans, quoi, ça se finance dans les cycles de 10 ans minimum. Donc, on a ce facteur-là qui est un premier facteur lié au système monétaire. On a un autre facteur qui est le facteur politique. Donc, on se connaît tous l'autre niveau de gouvernance qui est un peu approximatif. On a ce facteur-là. Et il y a également un troisième facteur qui est extérieur, dans le facteur que je peux dire international ou bien la conjoncture internationale, lié au déplacement des centres de production de l'Afrique vers l'Asie. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au début des années, à la fin des années 70, c'est qu'à partir des années 75-77, on a plusieurs pays asiatiques qui ont choisi de se positionner dans la supply chain mondiale, dans la chaîne de valeur internationale, comme des producteurs. On a le Vietnam, on a la Malaisie, mais le plus gros qui a apporté la main-d'œuvre très bon prix, c'était la Chine. Donc, une fois que ces entreprises qui produisent au Cameroun ont compris qu'ils vont produire en Asie 4 fois moins cher, bah, elles n'ont pas hésité à y aller parce qu'au Cameroun, on était 4 millions. Donc, du coup, ça fait que si tu as une industrie qui doit employer 500 000 personnes, tu n'auras pas de main-d'œuvre. Parce que dans 4 millions, 500 000 pour la main-d'œuvre, c'est un peu compliqué parce que dans 4 millions, on a des vieux, on a des enfants à bas âge. Donc, 4 millions de workforce, si on veut 500 000 employés disponibles, c'est compliqué. Donc, comme ils voulaient une industrie beaucoup plus intensive, non pas dans beaucoup de pays africains, parce que la même question qu'on dit au Cameroun par rapport à l'industrie des années 70, on retrouve les mêmes questions au Togo, on retrouve les mêmes au Bénin, on retrouve les mêmes en fait, dans presque tous les pays. Hein. C'est pas qu'au Cameroun. Donc, ils ont préféré faire un pooling, c'est-à-dire regrouper toutes les productions dans un ou deux pays en Asie, où les coûts sont beaucoup moindres et où ils ont également des facilités un peu plus élaborées. Et dans cette structure-là, on a également un autre petit facteur, toujours politique, c'est la relation de la France-Afrique. Parce que les produits, tout à l'heure, tu parlais des télés, tout ça, ce n'était pas des produits européens, c'est plus justement des produits soit des Américains, soit des Asiatiques, soit des Japonais. Donc, dans ce milieu, on a un partenaire politique qui n'a pas l'intention de voir ces gens-là s'émanciper de son tutorat. Donc, qui a essayé également de ne pas favoriser justement la prospérité de cette industrie-là. Donc, il y a ces 4 facteurs. Donc, si je me résume, on a le système monétaire qui n'a pas permis à l'industrie de se renouveler parce qu'une fois qu'on a investi pour immobiliser, il faut pouvoir avoir une production constante pour renouveler l'outil de production par des fonds propres ou bien avoir un système financier assez suffisant pour financer le renouvellement de l'outil de production. Ou bien, à contrario, avoir une économie globale qui produit assez pour qu'on puisse avoir un volume d'affaires plus important et générer beaucoup de bénéfices pour se refinancer. Et également avoir un contexte politique ou bien un cadre politique qui est favorable pour pouvoir attirer les capitaux. Donc, qu'est-ce que la Chine a fait? C'était que dès qu'ils ont créé le cadre pour pouvoir récupérer cette production-là, elle a déménagé. Donc, ils ont carrément déménagé de ces pays asiatiques. Ok. D'accord. Maintenant, parlons donc, il y a d'autres questions là, en l'occurrence, Oubal Kokam, qui est un fidèle de notre chaîne, qui demande quels sont les intérêts pour la France de garder la main mise sur le CFA. Il y a Gilles Adjani, notre frère ivoirien, qui demande la banane produite au Cameroun est moins compétitive que la banane produite en Colombie. Pourquoi? Et il dit que c'est de même pour l'huile de palme produite au Cameroun par rapport à l'huile de palme produite en Indonésie. Bon. Il veut savoir si le facteur monétaire influence. Tu peux répondre rapidement avant qu'on aille straight sur les pays de l'AES maintenant. Oui, déjà, si je reviens sur la question sur pourquoi la France maintient la même mise. En France, il y a 2 choses différentes et qui vont souvent ensemble, c'est-à-dire dans la relation entre la France et l'Afrique, il y a le volet intérêt économique qui est là, mais il y a également un volet que je peux dire plus, c'est pas
comment on peut appeler ça? Ça dit juste l'envie de dominer des gens, en fait. L'envie de, je ne sais pas si c'est le pouvoir, l'envie de dominer, d'être capable de dire à quelqu'un, vas-y, vous faites ça. En fait, il y a ce côté exercice du pouvoir. C'est très subtil, mais le Français, il est très content, regardez, de savoir qu'il donne les ordres à des Africains et qui obéissent, même si les gagnent en retour. Donc, il y a ces deux aspects-là. Donc, parfois, ils peuvent, et ils savent en fait justement que pour rester dans cette dépendance-là, il faut être dépendant économiquement. Parce qu'un Africain qui s'émancipe économiquement, forcément, il sera toujours à la merci des petits investissements de 200 millions d'euros de la France de temps en temps. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire dans la majorité des pays, c'est-à-dire des pays comme la RCA, où ils n'ont jamais rien investi, ils les ont gardés juste comme des pays pour observer, quoi. Donc, ils avaient des choses un peu plus subtiles sur le plan politique qui, humainement ou bien commercialement, n'est pas très justifiable. Et maintenant, si on revient sur l'autre question, sur le... Tu me rappelles, s'il te plaît, sur l'autre question? Ouais, c'est l'huile de palme, la banane, c'est-à-dire que pourquoi la banane camerounaise est moins compétitive que la banane de Colombie ou de l'Équateur et pourquoi l'huile de palme du Cameroun est moins compétitive que l'huile de palme d'Indonésie. Exactement. Il y a la compétitivité sur la productivité parce qu'au Cameroun, on a une productivité, par exemple pour l'huile de palme, qui n'est que de 1/3 à ce qu'on a en Indonésie. Donc à l'hectare, parce qu'eux, ils ont pu investir dans la recherche et développement, donc ils ont pu avoir des semences ou bien des semences améliorées, qui fait qu'aujourd'hui, en termes de production, tout le monde a intérêt à y aller parce que lorsque vous allez à des capitaux de 1 milliard investis, vous avez une production 2 fois supérieure, donc ce qui fait que tout le monde va dans ces pays-là. C'est pareil pour le maïs avec le Brésil, pour le haricot et plein d'autres denrées alimentaires. Parce que pourquoi, avec le temps, nous n'avons pas investi. On n'a pas investi dans la recherche suffisamment. Parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, on a l'IRAD dans l'Institut de recherche agricole, mais elle peine à pouvoir mettre ces produits sur le marché et de les produire de manière industrielle. Donc, même quand vous voulez avoir des produits, c'est compliqué de les avoir. Ce qui fait que le producteur camerounais doit forcément se retourner justement vers ces Indonésiens, mais qui ne vont jamais vendre leurs semences les plus productives. Ils vont vendre des choses un peu moins standards. Ils ne vont pas vous rendre leurs compétiteurs. Donc, ce qui fait qu'à ce jour, on a un peu une déficit au niveau des semences, même au niveau des engrais. Ils ne vont pas vous vendre ça, en fait. Ils vont vendre ce qu'ils savent qu'ils ne savent pas vous permettre de leur compétir. Donc, il y a ce facteur qui s'est créé dans le temps, le sous-investissement en recherche et développement, non seulement par l'État, mais également par les entreprises privées. Parce qu'à ce jour, vous avez PHP. Je ne connais pas leur centre de recherche. Hein. Je ne connais pas un laboratoire au Cameroun qui a PHP. D'ailleurs, j'ai regardé un documentaire hier, c'était sur CN, la télévision chinoise. Et il montrait un documentaire où la Chine a appuyé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avait une variété de riz. Ils ont créé l'office du riz et ils avaient des rendements de 2 à 2,5 par hectare. Donc, avec l'appui des Chinois, ils ont fait eux-mêmes sur place en Côte d'Ivoire la recherche et ils ont mis en place une variété de riz qu'ils ont expérimenté dans les champs qui donnent maintenant 5 à 6 tonnes. Ça veut dire que les agriculteurs doublent pratiquement leur production. Or, la Côte d'Ivoire, qui était déjà à 2 millions de tonnes, envisage d'abord de doubler ses surfaces cultivables. Donc, ça veut dire que rapidement, ils vont passer à 8 millions de tonnes. Donc, on voit, en doublant les surfaces cultivables, en appuyant mieux les planteurs, et avec une variété qui produit 2 fois plus, ils vont passer à 8 millions de tonnes. Donc, ils auront comblé totalement leur déficit en riz et ils vont économiser énormément de devises. Oui, et la question, c'est de se poser, qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils le font? Pourquoi est-ce que les Chinois le font aujourd'hui? C'est parce qu'aujourd'hui, la Chine veut se positionner sur les segments de grande valeur ajoutée. Donc, ils ne veulent plus le symbole de ce Chinois positif de riz qui touche, je ne sais pas, $500 par mois. Ils sont dans des segments aujourd'hui, ils vont vers des segments beaucoup plus lucratifs, comme l'IA, les véhicules électriques. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'ils ont besoin de libérer une partie de la population qui était restreinte à l'agriculture pour les faire remonter dans la chaîne de valeur vers des produits beaucoup plus rentables pour leur économie. Donc, il y a cette fonction économique internationale
Donc, le positionnement dans la chaîne de valeur internationale qu'il faut toujours prendre en compte parce que ça impacte, c'est ça qui guide en fait l'investissement de nos partenaires. Et c'est que dans la relation, par exemple, entre la France et l'Afrique, c'est quelque chose qu'ils ont manqué de faire, c'est-à-dire que d'aller investir dans d'autres pays, Amérique latine, Asie, pour produire, ils auraient pu le faire au Cameroun. Parce qu'à ce jour, au Cameroun, tout ce qu'on importe en France, à part les bananes, quelques ananas, il n'y a pas grand-chose hein, en termes de produits exportés vers la France. Exact, exact. Maintenant, venons-en au pays de l'AES, proprement dit. Donc, je rappelle, CAES, c'est la Confédération des États du Sahel. D'abord, juste pour que nos gens comprennent, qu'est-ce qu'une confédération? Et est-ce qu'il existe l'exemple d'une confédération, par exemple, qui a un système monétaire propre? La confédération, c'est plusieurs États qui veulent fusionner un certain nombre d'institutions sans pour autant centraliser la gouvernance. Parce que, par exemple, les États-Unis, on a la fédération parce que, tous ces États fédérés sont soumis à une même autorité de Washington, donc un seul président. Mais la confédération, c'est qu'on a presque les mêmes assemblages, mais chaque pays garde son autonomie de gouvernance. Donc, sauf qu'ils ont des politiques qui sont communes. Par exemple, la défense, ils peuvent harmoniser la défense, ils peuvent harmoniser les politiques industrielles, ils peuvent harmoniser pas mal de politiques. Mais, par exemple, la douane, ils viennent de commencer à harmoniser la douane. Mais au-delà de ces harmonisations, que chaque État garde sa gouvernance, sa structure étatique, donc son président, ses ministres et tout. Donc, c'est un peu ça une confédération. OK. Maintenant, à propos des pays de l'AES, les pays de l'AES disent qu'à terme, peut-être pas dans l'immédiat, ils envisagent de sortir de l'UMOA pour se doter d'un système monétaire propre. Ça veut dire que leur banque centrale, ça a déjà commencé avec le Burkina Faso qui a créé la banque du Trésor et des dépôts publics. Ils entendent créer leur propre réglementation interne de gouvernance de leur système monétaire, des banques privées, etc. Donc, ils entendent sortir du système. Donc, ils sont en train ils ont reformé le code minier et les investissements dans le domaine de l'or pour pouvoir constituer des réserves, etc. Bon, quels sont les arguments qui peuvent être en faveur de l'adoption par ces pays de la Confédération de l'Alliance d'États du Sahel? Quels sont les arguments qui peuvent être en faveur de l'adoption d'un nouveau système monétaire? Mais quels sont aussi les inconvénients potentiels qu'ils doivent prendre en compte? Première chose, parlons des arguments. Quels sont les arguments qui peuvent militer pour la création d'un système monétaire propre au pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel? L'argument, je peux dire le premier argument, c'est la volonté, parce que c'est ce qui manque à beaucoup de pays. C'est un argument de poids. Le second argument, c'est la structure de leur économie, c'est-à-dire ils exportent plus vers des pays hors CFA que vers les pays CFA. Donc, ces pays de l'AES, Mali, Niger, Burkina, ils exportent beaucoup de coton. Et ça, c'est pas fait en CFA, c'est fait en dollars. Ils exportent beaucoup de produits pétroliers, désormais des produits pétroliers, également de l'uranium et de l'or qui sont vendus tous en dollars. Donc, ce qui fait qu'au niveau des réserves de change, ils ont pas mal de leviers pour les collecter. Ça, c'est un premier niveau en termes de facteurs positifs qu'ils ont pour pouvoir avoir une monnaie autonome. Bon, maintenant, le côté contre, c'est déjà la gouvernance d'une monnaie est un peu exigeante. Donc, le côté contre, c'est qu'ils n'ont pas déjà un écosystème bancaire assez étoffé dans l'AES. Donc, l'objectif de la monnaie propre, je pense qu'elle est plus à moyen terme qu'à court terme. Parce qu'avant d'arriver à la monnaie, il faut déjà avoir des banques locales, donc une banque à capitaux burkinabé. Actuellement, je pense qu'il y en a une seule. À capitaux maliens, je n'en connais pas. Capitaux nigériens, je n'en connais pas. Donc, ils doivent commencer par avoir des banques commerciales qui seront justement chargées de les gérer. Parce que qu'est-ce que l'histoire nous enseigne? C'est que la crise qui s'est passée en Côte d'Ivoire au début des années 2010 nous a appris que lorsque tu fais une politique avec des banques étrangères, elles peuvent te lâcher du jour au lendemain.
Et puis changer ton système monétaire, comme disait Tundian Poimi avec le Zaïre de Mobutu déjà. Oui, oui. Donc, si tu fais ta politique en comptant sur les banques commerciales étrangères, elles peuvent te lâcher du jour au lendemain. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, du jour au lendemain, les banques ont décidé de fermer le guichet et le président Barbeau était à court de ressources. Donc, pour que les BDAES aillent vers une monnaie propre, il faut déjà qu'ils aient un certain nombre de banques commerciales qui soient capables d'assurer la liquidité du marché, dans la disponibilité de cette monnaie-là. Parce qu'une fois que tu as décidé de battre monnaie, il faut maintenant faire l'interfaçage entre ta banque centrale et les utilisateurs. Et pour ça, il faut des guichets bancaires. Il faut pas mal de systèmes beaucoup plus huilés que ce qu'on a à ce jour dans cet espace-là.